Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 11 avril 2024 de votre quotidienne sur l'actualité des marchés financiers. Et désormais, il est l'heure de retrouver Eric Seban qui va décrypter pour nous, analyser pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort. Bonjour Eric. Bonjour. Merci Eric d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, simple respiration sur le DAX ou bien une apnée plus prolongée selon vous ? Non, juste une respiration exactement comme on l'avait évoqué ensemble jeudi dernier. Je vous disais que c'était dans les jours prochains ce qui était le plus probable de se produire, à savoir une continuation du retour en arrière de cette baisse que le DAX a commencé à mettre en place avec beaucoup de régularité mais peu d'amplitude depuis le début du mois d'avril. Nous avons eu un retour vers le premier support, la première zone support importante dont je vous parlais la semaine dernière. J'avais métallisé sur le graphique avec la potentialité d'un rebond dessus, 18 190, 18 290. On l'a atteint hier matin, on a rebondi tout de suite dessus. Et puis en début d'après-midi, il y a eu des annonces, je ne sais plus quelle stat, américaine en tout cas, 2h30, bim, ça a plongé fortement. Pour aller vers le bas de la zone, et puis pour rebondir également en deuxième partie d'après-midi, rebondir fortement, puisqu'on a repris encore 200 points. Après, il y a eu la Fed, mais la Fed, elle a vraiment absolument pas impacté ou même amplifié l'un ou l'autre des deux mouvements. Dans un sens ni dans l'autre, ça n'a bougé, on est resté à l'étal, donc on a terminé la journée au-dessus de ce support, cette zone de support, après avoir essayé une incartade à l'intérieur. Bon, tout ça n'est pas très étonnant, hein, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est le scénario principal envisagé. Donc ce rebond, cette baisse rapide et ample, ce rebond rapide et ample ne sont pas étonnants non plus, puisque depuis lundi, je constate un manque de densité dans les échanges, sans doute dû aux annonces de cette semaine, puisqu'on a encore la Fed aujourd'hui. Pas la Fed, la BCE. Donc, voilà, un petit peu de retrait, bien que les volumes soient légèrement en augmentation. C'est assez paradoxal, mais ça veut pas forcément, c'est pas forcément lié non plus. Donc, voilà, manque de densité, donc ça a bougé dans le vide, c'est normal. C'est exactement ce qui était attendu, et donc ça a donné une confirmation de ce manque de densité. Et avec la BCE cet après-midi, il vaut mieux rester à l'écart parce que, justement, on a les mêmes, pour l'instant en tout cas, le même contexte. Moi, depuis hier, j'ai pas vu un changement particulier, c'est trop tôt pour le dire, donc je vais partir du principe que le manque de densité est toujours là, et que, évidemment, en fonction des annonces, ça pourra provoquer à nouveau des mouvements amples et rapides pour cette raison de manque de densité. Donc rester à l'écart, c'est la meilleure chose à faire, et puis constater ensuite et reprendre ses affaires si le contexte le permet. Je note que la volatilité implicite reste stable, donc il n'y a pas pour l'instant, avec le repli que l'on a depuis le début avril, qui est modeste, hein, par rapport à la hausse, c'est modeste. Puisque je vous avais dit, c'est le premier support sur lequel on peut rebondir, mais on peut aussi glisser un peu plus vers jusqu'à 18 000, et ça ne va pas remettre en question le mouvement de hausse que l'on a eu, qui s'est essentiellement construit sur des contraintes techniques, donc par conséquent, il n'y a pas de vulnérabilité des investisseurs à long terme qui se sont protégés, ça je vous l'ai dit à maintes et maintes reprises. Donc, du mouvement dans la zone, c'est logique, et il faut s'attendre à ce que ça se poursuive. Alors pour l'instant, ce qu'on peut anticiper, ce à quoi on peut s'attendre, c'est d'abord un rebond, parce que pour l'instant, depuis ce matin, on est toujours au-dessus, on tente un petit rebond au-dessus de cette zone 18 190, 290, et le premier objectif serait 550, 610. Ça serait le premier objectif du rebond. Alors après, une fois qu'on est là-haut, soit on poursuit un cran au-dessus et puis on va chercher les derniers plus hauts en double top, soit on marque le pas à 18 600 et puis on revient en arrière pour revenir sur le support, on va dire, je vais arrondir 18 200, 18 300. Donc ça, c'est le scénario attendu pour le moment. En tout cas, c'est mon scénario principal, parce que de toute façon, dans les tuyaux, on n'a rien de nouveau, hein, donc il n'y a pas de raison d'anticiper quoi que ce soit d'autre. Quand on n'a pas de nouveaux éléments, on continue ce qu'on faisait avant. Et donc par conséquent, pour le moment, comme tout ce qui était anticipé se confirme au fur et à mesure, il n'y a pas de raison de changer son fusil d'épaule. Donc la hausse n'est pas infirmée. Oui, il y a eu un signal technique, et encore, tout le monde ne l'a pas forcément eu. Moi, j'en ai eu un, mais l'objectif de la baisse, de ce signal technique de baisse a déjà été atteint. Et sur le fond, en prenant un peu plus de recul, eh bien, on n'a pas de changement du contexte et on a surtout un mouvement de hausse qui n'est pas prêt de s'inverser
avec 2-3 annonces de taux ou une stat sur l'emploi, quoi. Ouais, très clair. Alors, on a vu ce matin que les renseignements américains anticipaient avec une probabilité de plus en plus assez importante une frappe iranienne sur des installations militaires israéliennes, tout comme les renseignements britanniques anticipent une frappe israélienne sur des complexes nucléaires iraniens. Du coup, à force des choses, tout ceci reste effectivement à confirmer, mais ça pourrait être peut-être le moment, le signe, les signaux que le marché anticipe de ce fameux signe noir qui pourrait faire dégringoler les marchés. Pour l'instant, c'est pas intégré dans votre scénario central, ces tensions géopolitiques qui se renforcent au Proche-Orient? Non, pour une raison simple, c'est que c'est pas un signe noir. Le signe noir, il prévient pas. Donc ça, il y a des nouvelles. Donc on identifie un risque. Un risque, ça se gère. C'est le signe noir qui se gère pas. Donc on peut se protéger d'un signe noir. On ne peut pas gérer ça comme du risque, puisque par définition, c'est une incertitude surprenante. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'intègre dans ma négociation sur les marchés. Donc j'ai le risque, je gère le risque, j'ai des scénarios, des process pour ça, quel que soit le risque. Et puis, il y a le signe noir. Donc j'ai une protection globale contre l'imprévu. Pour moi, un signe noir, c'est Fukushima. Si vous me dites les renseignements disent ça, qu'ils nous disent dans quel ordre, comme ça on va peut-être éventuellement pouvoir. Non, de toute façon, vous savez déjà que je regarde pas les news, je regarde les graphiques, puisque de toute façon, même si vous avez une nouvelle qui est fiable, c'est pas la nouvelle qui est importante, c'est comment le gros du marché, l'ensemble des investisseurs finalement, va prendre la nouvelle et comment il va réagir. Est-ce qu'il va réagir sur la contrainte? Est-ce qu'il va réagir sur la conviction? Est-ce que ça va être un peu des deux? Et dans quelle proportion? On ne peut pas le savoir. Donc, par conséquent, moi, je ne vais pas essayer de me livrer à cet exercice. Je sais que j'ai perdu d'avance. Donc, ce qui m'intéresse, comme je suis tout petit, c'est d'essayer de voir dans quel sens se déplacent les cours suite aux nouvelles. C'est comment les gros, l'ensemble du marché, prend la nouvelle. Donc, moi, savoir la nouvelle à l'avance, je ne saurais même pas quoi en faire. C'est un peu pile ou face. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle à un marché qui baisse, une mauvaise nouvelle, un marché qui monte. On a vu ça 10 fois depuis 2020. Donc, le paradigme a changé depuis quelques années et c'est toujours pareil. 2/3 des échanges sont des produits dérivés. Donc, les produits dérivés, c'est des contraintes techniques qui s'imposent à tous les opérateurs de la même façon, puisque les contraintes techniques, c'est essentiellement lié aux règles de négociation des produits dérivés et qu'elles sont les mêmes pour tout le monde. Donc, quand on est en difficulté, on est contraint d'agir. Donc voilà, 2/3 des échanges, des produits dérivés égale contrainte technique pour ceux qui sont en difficulté, et puis tout le monde va se mettre à bouger dans le même sens. En tout cas, tous ceux qui sont dans une situation difficile vont être obligés d'agir à cause de ces contraintes techniques. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en temps réel, de voir comment ça se déplace sur le marché, et de savoir, à ma modeste dimension, qui est embêté, et puis ensuite de travailler par rapport à cette évolution des prix et cette analyse que je vais faire du contexte, de savoir qui est embêté et jusqu'où. Mais la nouvelle, vous pourriez me donner la plus belle nouvelle du monde, je ne saurais pas quoi en faire. Sincèrement, je ne saurais pas quoi en faire. Éventuellement, je me dirais, un peu comme cet après-midi, je vais rester à l'écart, je reviens après. Ok, très clair. Autre chose, une dernière chose, Eric, la saison des résultats s'ouvre en Europe. Publicis va publier ses comptes aujourd'hui. Du coup, par la force des choses, pareil, finalement, le discours reste le même, le fondamental. Et le fondamental, on le met un peu de côté, quelle que soit la publication des résultats. De toute façon, ça ne devrait pas avoir d'impact particulier sur des marchés extrêmement et de plus en plus techniques, finalement, par la force des choses. Alors, si vous êtes sur les actions, si, parce qu'en effet, le fondamental est une part importante de l'analyse. Lorsqu'on prend des décisions sur les actions, le fondamental, ça rentre en ligne de compte. Surtout si on est investi à long terme. Si c'est très court terme, si c'est pour faire des allers-retours sur le marché, ça sert à rien. On va utiliser la nouvelle de la même façon que je viens de vous le dire. On va voir comment ça réagit, prendre des décisions. Mais là, on est sur le très court terme. Donc, plus on est sur le court terme, plus ce sont des graphiques qu'on va utiliser, des indicateurs techniques, des outils qui sont adaptés au court terme. Les nouvelles fondamentales, l'analyse fondamentale, c'est pour le long terme. Donc tous ceux qui sont investis à long terme ou qui veulent recharger le portefeuille ou qui veulent prendre des décisions vont certainement avoir un œil sur les chiffres. Bon, mais de toute façon, ça ne va pas être le seul driver. Quand on fait l'analyse fondamentale, on va regarder les fondamentaux. Donc ce qui fait la vie de l'entreprise dans son passé, dans son avenir, dans son anticipation de ses résultats, dans ce qui font les forces et les faiblesses de l'entreprise. Voilà. Donc les simples résultats doivent pas être le seul driver, peut-être éventuellement pour des réactions à court terme, mais c'est tout. Donc là, on parle des actions. Moi, je suis sur les produits dérivés, donc évidemment que ça va pas impacter du tout ce qui va se passer, ou même si ça impacte,
Encore une fois, la réaction des investisseurs va m'intéresser, la nouvelle, pas du tout. Un publiciste qui a donc publié ce matin et qui confirme ses objectifs annuels après un début d'année solide. Ceci étant, les investisseurs prennent un peu leur bille, puisque prennent leur bénéfice, puisque le titre perd 0,1%. Donc c'est à la marge quand même, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, effectivement, on comprend bien que quand on est sur les marchés actions, effectivement, le fondamental, ça a extrêmement de sens. Du coup, par la force des choses, il faut s'y intéresser. Mais quand on trade les options, comme vous, comme c'est le cas, finalement, le fondamental, on peut le mettre de côté. L'approche est plus chartiste, en fait. En réalité, on est à l'écoute des signaux que le marché va donner, des signaux techniques que le marché va donner, et non pas finalement réceptif au bruit fondamental qui peut envahir les marchés actions. Oui, on va être surtout focalisé sur l'évolution des prix. On va, par moment, quand c'est le bon moment, c'est dit d'indicateurs techniques. On va mixer les deux. Et puis, on va prendre des décisions de court terme. Voilà. Tout ce qui est court terme doit être essentiellement axé sur le graphique. Qu'on utilise des indicateurs techniques en plus ou pas. Mais plus on est court terme et moins on est fondamental au niveau de l'analyse. Très clair. Écoutez, merci beaucoup, Eric Seban. Vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les jeudis matins. Je vous en remercie. Je vous souhaite une excellente journée, Eric, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. On marque une rapide courte page de publicité et après, comme promis, comme convenu, nous retrouverons le fantastique Mathieu Driol. À tout de suite sur TV Finance.